Bonjour, bienvenue à la prépa ISP pour le concours de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, épreuve de finances publiques, correction du sujet d'Annales 2023. Alors cette vidéo s'organisera en deux temps. Tout d'abord une analyse du sujet, notamment les différents éléments qui pouvaient être réunis, voir également dans quelle mesure ils correspondent à la question posée ou étaient au contraire dans une approche plus large. Il n'y a jamais une définition totalement étanche d'un sujet. Par contre, il y a un certain nombre d'éléments qui sont le cœur du sujet qu'il faut traiter, et en fait éviter par ailleurs sur des sujets un peu connexes des développements qui sont trop longs. Donc ça, c'est ce que nous verrons. Et enfin, dans un deuxième temps, nous examinerons un corrigé proposé sous forme de plan type qui en fait reprendra les éléments de cours qui pouvaient être mobilisés. Alors, le sujet s'intitulait « L'évolution de l'autonomie et de la responsabilité des ordonnateurs depuis le décret GBCP ». GBCP, décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La notion de responsabilité des ordonnateurs est un sujet assez simple, qui d'ailleurs figure dans la plupart des programmes de cours. L'autonomie est un sujet qui renvoie lui-même à une autonomie par rapport à qui? C'est-à-dire que le comptable a un rôle qui intervient en fin de chaîne par rapport à l'ordonnateur, donc c'est une autonomie par rapport au comptable, mais c'est aussi une autonomie par rapport aux décisions de gestion. Il s'agit généralement de dirigeants d'exécutifs, ils sont sous le contrôle d'une assemblée parlementaire. Là, on est dans le budget de l'État, donc ce sera le rôle du Parlement. Il peut y avoir un certain nombre d'autres contrôles qui sont internes ou externes à l'administration. Et en fonction de ces contrôles, ils ont une plus grande liberté de gestion qu'on peut traduire par liberté de gestion ou autonomie ou indépendance. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le sujet était lui-même libellé de façon originale. Ce n'est pas depuis l'entrée en vigueur de la LOLF. Évidemment que la LOLF a entraîné un certain nombre de changements. On attendait bien par le mot ordonnateur d'avoir une approche qui soit comptable. Ça veut dire que des éléments qui seront dans le cadre de l'autonomie des gestionnaires, le mot n'est pas le même, gestionnaire n'est pas comptable par rapport à l'OLF, pouvaient tout à fait être envisagés, mais nécessitaient une approche qui ne sera pas au cœur du sujet, donc ce sera un élément de contexte qu'on ne pourra pas prendre tel quel. Enfin, le mot évolution. Alors, décret GBCP, c'est 2012. Ça veut donc dire, enfin, il est adopté en 2012, ça veut donc dire que les mesures de type LOLF pouvaient être évoquées, mais ce n'était pas l'objet lui-même. Enfin, une ordonnance de 2022 a entraîné un certain nombre de modifications. Le fait qu'une évolution, que le sujet était proposé en 2023, n'est évidemment pas anodin au fait de cette évolution de la législation applicable en 2023. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Un très fort angle, un très fort angle responsabilité, mais un angle qui n'était pas exclusif de la manière dont le sujet devait être traité. Alors, rassemblez les éléments de cours. Les règles comptables relèvent notamment du décret du 7 novembre 2012, le décret GBCP, applicable à l'ensemble des administrations publiques. C'est pour ça d'ailleurs que l'approche, même si elle est plutôt dans le cadre du directeur pénitentiaire d'insertion et de probation des PIP, même si elle est plutôt dans le cadre des finances de l'État, elle s'applique aussi pour l'ensemble des pans des finances locales, c'est-à-dire y compris des finances publiques, y compris les finances locales et la sécurité sociale. Le décret GBCP a remplacé le décret RGCP, portant règlement général sur la comptabilité publique de 1962, 29 décembre 1962, qui était considéré comme n'étant plus adapté à la comptabilité publique après l'entrée en vigueur de la LOLF. Cet article 9 du décret GBCP reprend un principe de base qui est celui de séparation des ordonnateurs et des comptables, avec des règles très anciennes, puisqu'elles datent de la Restauration, c'est l'ordonnance du 14 septembre 2022. Les ordonnateurs ont le monopole de l'ordonnancement des recettes et dépenses, c'est-à-dire qu'ils ordonnent leur exécution financière. En particulier, ils procèdent à 3 étapes: engagement, liquidation, ordonnancement, le paiement des dépenses relevant lui du comptable. Plusieurs catégories d'ordonnateurs, ordonnateurs principaux, ordinateurs secondaires, ordinateurs délégués, ordinateurs suppléants. Alors le sujet n'est pas totalement sans importance parce que dès lors qu'on évoque l'autonomie, on va évidemment s'intéresser à qui est dans le sujet. Je suis conscient que, par exemple, un certain nombre de candidats pourraient considérer que les budgets opérationnels de programme, les unités opérationnelles qui sont à un niveau en deçà, relevaient de ce type de sujet. Alors, les ordonnateurs principaux, ce sont les ministres pour le budget de l'État, les directeurs ou présidents des établissements publics qui sont dotés de la personnalité morale, donc ils ont leurs propres règles et leurs propres responsabilités. Enfin, les exécutifs locaux pour lesquels il n'existe pas d'ordinateur secondaire.
Les ordonnateurs secondaires, eux, en charge la partie de gestion, en charge de la gestion d'une partie des crédits, qui leur sont délégués par les ordonnateurs principaux. Par exemple, ce sont les préfets, les ambassadeurs, encore les présidents d'autorités administratives indépendantes. Les ordonnateurs délégués, c'est une délégation de domaine particulier, donc c'est au profit d'agents supérieurs de l'administration. Enfin, les ordonnateurs suppléants, ils ont pour fonction de suppléant en cas d'absence ou d'épanchement d'un ordonnateur. Donc, pour ceux qui ont fait un peu de droit public, notion que par exemple le suppléant du député ou du sénateur. Voilà donc différentes catégories. Alors, la responsabilité, le non-respect se traduit par une règle qui s'appelle la gestion de fait, qui se traduit par l'ingérence d'un non-comptable dans le gouvernement des recettes, donc un ordonnateur avec le maniement de fonds irrégulièrement extraits d'une caisse par exercer un mandat fictif, un mandat irrégulier sur le fond, et il va se traduire par l'engagement d'une responsabilité qui est celle des comptables. La responsabilité des ordonnateurs est de plusieurs ordres. La responsabilité politique vis-à-vis du Parlement, ce sont des ordonnateurs qui sont des membres du gouvernement, ministres ou secrétaires d'État. On voit tout de suite dans ce type d'approche que cette responsabilité politique, elle n'est pas propre au décret GBCP, elle est même largement antérieure. Comme le sujet porte sur l'évolution, évidemment, vous êtes quand même obligé d'évoquer quelles sont les règles applicables traditionnellement. Donc ce n'est pas parce que vous êtes le libellé du sujet comprend le mot évolution que vous devrez complètement négliger le fait qu'il existait déjà une responsabilité et que celle-ci a évolué. Alors cette responsabilité politique, on le dit vis-à-vis du Parlement pour le budget de l'État, il est évident que pour une collectivité locale, s'exercera vis-à-vis de l'Assemblée délibérante de la collectivité locale, donc conseil municipal, conseil départemental, conseil régional ou, dans le cas d'une intercommunalité, l'Assemblée de l'intercommunalité, communauté de communes ou communauté d'agglomération. La responsabilité pénale est ancienne. Vous auriez pu rappeler que les surintendants des finances d'Ancien Régime ont parfois été pendus ou emprisonnés, donc des règles particulièrement sévères. Aujourd'hui, la responsabilité pénale des ministres, puisque ces auteurs principaux s'exercent devant un cour de justice de la République, c'est la CJR. Certes, il y a un certain nombre de règles, mais vous restez à l'existant. Vous n'êtes pas dans un sujet de type droit public. Elle s'applique surtout vis-à-vis des ordonnateurs secondaires et des ordonnateurs locaux. On peut citer un exemple. Je vous ai cité Michel Gilbert, secrétaire d'État aux handicapés, condamné en 2004 par la Cour de justice de la République pour escroquerie. Il y a une peine de prison avec sursis. Les infractions sont diverses. Elles peuvent prendre la forme de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance, d'ingérence. La conclusion, je vous donne ici une définition. Ça consiste notamment à accorder une exonération ou une franchise de droit à contribution ou impôt en méconnaissance des lois et règlements. Cette peine est lourdement sanctionnée jusqu'à 5 ans de prison et 500 000 € d'amende où le montant de l'infraction doublé. Alors, un exemple, un des enfants à but de confiance, Jacques Chirac, en tant que maire de Paris, donc pas président de la République, 2 ans de prison avec sursis. C'était pour ce qu'on appelait les emplois fictifs de la ville de Paris, peine prononcée en 2011. Alors, cette responsabilité pénale n'a évidemment pas forcément bougé avec le décret GBCP. On verra que dans le sujet tel qu'elle sera évoquée, là je vous fais un récapitulatif assez long, on attend qu'elle soit évoquée, mais ce n'est pas exclusif de l'approche qui pourra être donnée. Il est évident qu'elle doit être mentionnée, mais elle ne pourra pas consister en la plus grande partie de la copie, ni même être sur l'axe problématique, puisque cette responsabilité a peu évolué. En tout cas, elle n'a pas évolué par rapport aux règles comptables telles qu'issues du décret GBCP. Alors, le signalement du juge pénal peut se faire par plainte simple, par citation directe, sans dépôt de plainte, permettant aux victimes ou au procureur de saisir directement le tribunal pénal, ou dans le cadre de l'article 40 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire l'obligation de signaler toute irrégularité, toute autorité constituée dans le cadre de ses fonctions d'un crime ou délit, qu'elle doit informer sans délai le procureur de la République. Donc cette responsabilité pénale, une responsabilité qui est ancienne, connaît des évolutions avec des délits constitués que je vous ai mentionnés. Vous avez la place pour les mettre dans un sujet. Ce que je vous conseille sur un sujet tel qu'il est là sur le décret GBCP, ne dépassez pas une demi-page sur responsabilité pénale. Donc là, je suis volontairement long. Prenons les éléments du cours, mais essayez d'être plus synthétique. La responsabilité civile, justement, a été supprimée par le décret GBCP, donc s'il y a bien un point qu'on devait voir, donc c'était celle-ci. Alors autant le pénal, c'est donc la condamnation, en clair c'est la prison, la responsabilité civile, ce sont des réparations au profit de l'État. C'est-à-dire en fait indemniser, dédommager du préjudice qui a été causé au pouvoir public. Et enfin, la responsabilité financière pour les ordonnateurs et comptables en cas d'exercice de fonctions à titre bénévole, elle s'exerçait devant un cours de discipline budgétaire et financière, y compris pour un membre du gouvernement et les élus locaux. Elle s'applique notamment dans 3 cas.
L'ordonnateur peut réquisitionner un comptable public, dans ce cas-là, il y a un transfert de responsabilité, en cas d'agissement ayant entraîné le paiement d'une astreinte par la collectivité, enfin de manquement à l'obligation d'exécuter une décision de justice conduisant au paiement d'une certaine somme. Donc différents cas qui étaient mentionnés. Ce qu'il faut voir sur cette responsabilité financière, là aussi, il n'y a pas forcément formellement bouleversement avec le décret GBCP, mais un cadre qui a été précisé, qui a été affiné. Je le disais en introduction, on attend que vous soyez en mesure de citer l'ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime unifié de responsabilité financière des gestionnaires publics, avec un point important qui est la fin de la responsabilité pécuniaire des comptables. Mais là, on s'intéresse aux ordonnateurs, notamment un régime donc, issu de cette ordonnance du 23 mars 2022, mais aussi d'un décret d'application du 22 décembre 2022. Le décret précise les conditions de mise en œuvre de la possibilité comptable de signer à l'ordonnateur des faits susceptibles de constituer une infraction, tel que modifié par ordonnance précitée. Donc là, on verra qu'en fait, et c'est un point qu'on verra sur d'autres points, l'ordonnateur peut signaler sur un certain nombre d'éléments sur le comptable qui semble irrégulier, diligenter des contrôles. Un ministre peut diligenter des contrôles sur une partie de son administration, y compris les ordinateurs secondaires. Et de la même manière, le comptable, s'il a connaissance d'éléments de type infraction, délictuelle ou pénale, enfin délictuel ou criminel, il a effectivement une obligation de le signaler. L'ordonnateur principal peut diligenter des contrôles sur les comptables publics, c'est un point que nous reverrons, donc ce n'est pas quelque chose d'étanche, même s'il y a des fonctions qui sont exercées dans l'ordre de la chaîne comptable. Il y a également l'idée que l'un et l'autre sont en fait dans une démarche où l'un peut contrôler l'autre, peut entraîner des contrôles sur l'autre, soit par intervention de l'autorité judiciaire, c'est le cas pour le comptable qui signalerait des faits pour en constituer des infractions, soit par l'ordonnateur sur les comptables ou d'ordonnateurs sur d'autres ordonnateurs. Et là encore, je le précise bien, ce n'est pas un bouleversement entraîné par le décret GBCP. Alors, le contrôle par la Cour de discipline budgétaire et financière. On rappelle qu'il a été créé en 1948, l'exercice contrôle sur les ordonnateurs, dont ne pouvait pas connaître la Cour des comptes en qualité de juge, sauf dans des circonstances particulières, l'état comptable de fait. Donc, la Cour des comptes séparée de la CDBF, ça c'était le schéma traditionnel. La CDBF a disparu le 1er janvier 2023, c'est une des conséquences de l'ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière du secteur public, avec un stock d'affaires 38 en l'espèce, qui ont été transférés à une nouvelle structure qui est la Chambre du contentieux de la Cour des comptes, avec une chambre d'appel au sein de la Cour des comptes et toujours un contrôle in fine devant le Conseil d'État en cassation. Alors, ça, ce sont les éléments qu'il fallait voir donc en termes de responsabilité financière, donc un organisme spécifique. On attendait effectivement que celle-ci soit mentionnée, le simple libellé du sujet en parlant de modification du régime de responsabilité justifie ce changement. Je le disais un peu plus tôt, l'intervention des différents acteurs dans le processus de dépenses, on peut aussi le faire pour les recettes, c'est le sigle ELOP, engagement, liquidation, ordonnancement, paiement. L'engagement, ça rend l'administration débitrice, c'est le fait générateur. La liquidation, on vérifie la réalité de la dette. L'ordonnancement, ça correspond à l'ordre de payer qui va être donné par l'ordonnateur au comptable. Donc c'est assez logique en termes de responsabilité, ce n'est pas le comptable qui décide, le comptable est en fin de chaîne. Élément qu'on verra pour ceux qui s'y intéressent dans d'autres éléments, notamment de comptabilité privée. Alors, faut-il, dans un sujet de ce type, évoquer engagement, liquidation, ordonnancement? Je pense que ce n'est pas indifférent, mais le citer, ce n'est pas sans intérêt, mais il faut le citer dans les invariants. Par contre, on verra qu'il y a un certain nombre d'assouplissements que nous examinerons par la suite, et c'est ça justement qui est intéressant, même si ce n'est pas une conséquence directe du décret GBCP, ça s'insère dans un cadre plus général de réforme, de modification de la manière d'agir, de changement des pratiques issues en partie de la LOLF, mais qui sont dans un mouvement plus général, on va dire, de meilleure utilisation des deniers publics. On passe d'un contrôle de régularité, celui que faisait la CDBF, à un contrôle qui est plus d'opportunité, un contrôle qui est plus politique. Enfin, le paiement, donc après vérification de la régularité de la dépense, donc c'est aussi le rôle du comptable, c'est une de ses missions, va désigner l'opération de décaissement, c'est-à-dire de paiement. Alors, des procédures particulières, elles ne sont pas propres à la LOLF ni au décret GBCP, ce sont des dépenses sans ordonnancement, directement liquidées. C'est le cas par exemple pour la paie des pensions des agents publics. C'est le cas dans un paiement de 4 mois quand une personne publique est condamnée pour décision de justice. Les dépenses avant ordonnancement peuvent se faire dans certains cas d'urgence, notamment le cas des avances, avec la procédure spécifique des décrets d'avance.
Ce qui est important, c'est de voir les évolutions. Donc, je vous le dis ici, l'entrée en vigueur de la LOLF et le décret GBCP de 2012, qui est une des conséquences, introduit plusieurs innovations dans le travail des ordonnateurs et du comptable. Le principe de séparation ordonnateur-comptable, qui est un principe cardinal qu'on retrouve dès 1822, donc sur la monarchie de Juillet, ce principe n'est pas remis en cause. Mais il est adapté dans le nouveau cadre managérial de la LOLF à la consécration de nouvelles possibilités d'assouplissement opérationnel. Je vous cite les services facturiers, vous pouvez en prendre d'autres, c'est-à-dire ce sont des centres de traitement des factures placés auprès des comptables qui assurent la réception des factures, qui effectuent les contrôles et assurent les paiements en tant qu'interlocuteur des fournisseurs. Cette séparation permet, dans un souci d'efficacité et de bonne gestion, d'assouplir cette règle séparation ordonnateur-comptable. Toutes pouvaient tout à fait être mentionnées dans ce cadre. Le logiciel Chorus et les nouveaux développements informatiques sont également importants parce qu'ils vont permettre de traiter de façon globale l'opération financière, l'engagement par le service ordinateur jusqu'au contrôle des comptes et des comptables par le juge financier. Ça conduit à un certain décloisonnement des phases de gestion financière, ce qui conduit à atténuer la distinction classique entre budgétaire et comptable. Enfin, qui dit autonomie dit un certain nombre de contrôles. Alors, ces contrôles peuvent être internes et externes administration, ils ne sont pas spécifiques à la mise en œuvre de l'entrée en vigueur de la loi organique 1er 2001 relative aux lois de finances, ni au décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, décret GBCP, mais toutefois, il méritait d'être signalé. L'inspection générale des finances et le corps d'inspection du ministère, le Parlement, plus largement, donc, je vous le disais, les assemblées délibératives, la Cour des comptes, qui voit son rôle d'ailleurs réinscrit non seulement sur des rapports spécifiques de la Cour des comptes ou réalisablement du Parlement, mais également dans sa fonction de contrôle des ordonnateurs avec une fonction, l'hérite, une fonction qui était jusqu'ici exercée par la CDBF, la Cour des suivi budgétaire et financière, enfin des contrôles totalement extra-administration, même si ça peut être diligenté par des organismes spécifiques, c'est notamment le rôle des audits. Un point qui me semble particulièrement important, puisque devant un sujet comptable, n'oubliez jamais que le sujet, ce sont les comptables, c'est le décret GBCP, les évolutions, c'est le contrôle budgétaire et comptable ministériel, la CBCM. Il n'y a plus de contrôle a priori, mais un contrôle de bonne gestion financière dans une volonté de responsabiliser les gestionnaires. Qui disait donc autonomie, responsabilisation sont des termes assez proches. On attendait effectivement que ça introduit la question du CBCM. Alors le CBCM exerce un contrôle sur les ordonnateurs, déjà sur la partition initiale des crédits, sur un document qui doit être transmis au CBCM avant le 1er décembre de l'année précédente. Le CBCM s'assure du respect des plafonds de crédit et d'emploi, qu'on ne puisse pas engager de dépenses qui iraient contre les règles prévues par la LOLF de crédit et d'emploi. À noter que le plafond d'emploi est une innovation de la LOLF, et la soutenabilité des crédits mis en réserve. Parce que chaque crédit, afin de faire face à des aléas, donne lieu à un taux de mise en réserve qui varie sur la nature des titres. Il est plus bas, bien sûr, sur des titres 2 où la marge de gestion est plus faible. Titre 2, dépenses de personnel. Le visa du CBCM est nécessaire sur le document prévisionnel, mais aussi en exécution sur le moment de crédit, quand un certain nombre d'opérations devront nécessairement être visées par le CBCM. Arrive le point qui, à mon avis, était le plus complexe et le plus difficile à traiter, à savoir l'autonomie, l'idée de responsabiliser les ordonnateurs, et aussi les comptables. C'est inhérent à toute évaluation des politiques publiques. Si vous vous inscrivez au cours de la prépa ISP, vous verrez qu'un schéma, enfin, un développement important est sur l'évaluation des politiques publiques. Mais cette idée de responsabilisation, évidemment, a été renforcée dans le cadre de la LOLF. La LOLF vise à passer d'une logique budgétaire de moyens, une logique d'objectifs et de résultats. C'est l'idée d'une nomenclature fonctionnelle, on passe des 850 chapitres budgétaires à 130 programmes, qui eux-mêmes sont répartis dans des missions et divisés en actions sous actions. Cette nomenclature fonctionnelle, en permettant une fongibilité asymétrique des crédits au sein d'un programme, asymétrique, c'est-à-dire qu'on peut diminuer les dépenses de personnel au profit des autres types de dépenses, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est une gestion qui vise à tenir compte des résultats qui sont atteints, des objectifs à atteindre, des résultats mesurés par logique de performance, et ce sont les gestionnaires, donc on ne parle plus d'ordinateurs, on parle de gestionnaires qui devront en rendre compte, que ce soit de manière interne, soit de manière externe, administration, ou de manière externe, donc c'est le rôle que pourra jouer le Parlement, les assemblées délibératives. Cette fongibilité, elle s'exerce au sein d'un programme, incombant à un responsable de programme. Donc on voit une nouvelle figure qui n'est pas l'ordonnateur, qui est le responsable de programme. Et pour l'exécution des budgets qui sont divisés en unités budget opérationnel de programme, unités opérationnelles, les BOP et les UO.
Alors, fallait-il à ce stade parler du dialogue de gestion? Pour moi, non. On est déjà beaucoup trop loin. Le dialogue de gestion, c'est le dialogue entre les niveaux supérieurs de l'administration et les niveaux inférieurs, ceux qui vont gérer les BOP et les UO. Vous verrez par contre que j'ai proposé de reprendre cet élément de BOP UO et de dialogue de gestion dans le cadre comment dire, dans le cadre de l'ouverture, c'est-à-dire de questions connexes vers lesquelles qu'on pouvait introduire. Alors, dans le cadre de la démarche de performance, ce sont les objectifs et indicateurs de performance qui vont être associés dans les projets annuels de performance, annexés au projet de loi de finances initiale, les rapports annuels de performance qui sont annexés à la loi de règlement, enfin ex-loi de règlement, loi relative aux résultats de la gestion et portant l'organisation des comptes de l'année, LLRG, PACA, c'est de le retenir, LR, le parti politique, les Républicains, RG, les renseignements généraux et PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Essayez de retenir ce nouveau nom. Alors, cette démarche de performance, je suis d'accord, c'est distinct de la démarche comptable, c'est plutôt une classification. Enfin, cette classification des dépenses veut également dire qu'on espère une gestion par performance. Ce n'est pas le sujet de cette année, mais il avait effectivement été connexe dès lors qu'on parle d'autonomisation des gestionnaires. Donc, c'est dans le cadre d'une gestion globalisée, d'une fongibilité asymétrique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'analyse du sujet elle-même. Donc, j'étais beaucoup plus court sur la partie autonomie, parce que pour moi, même si il y a des points qui sont saillants, hein, je pensais au service facturier, le fait qu'il y avait déjà des règles qui avaient été simplifiées, je pensais donc à la paie des agents, mais qui vont être pour les opérations de dépenses, on voit qu'on a effectivement l'intérêt de ce type de sujet. Et ce qui fera aussi différence entre une copie moyenne et bonne, c'est cette capacité à rentrer sur des points notamment d'évolution et de montrer une culture des finances publiques qui dépasse la propre description des mécanismes. Et c'est une tendance qu'on va dire depuis plusieurs années sur le concours des PIP, mais que l'exercice de la dissertation autorise pleinement. Alors, le corrigé proposé, l'introduction en 3 temps. Déjà, pourquoi le sujet est intéressant, une accroche. Ensuite, une définition des termes du sujet, une problématique et l'annonce du plan que vous limiterez à l'annonce du grand 1 et du grand 2. Sur le sujet lui-même, c'est là que je commence par la LOLF, renforcer l'autonomie et la gestion publique, entraîner une modification des règles comptables. Et d'ailleurs, le décret GBCP est considéré, puis un consensus, que c'est la conséquence de l'entrée en vigueur de la LOLF sur les règles comptables. Un certain nombre de principes de base sont inchangés, comme l'apparition des ordonnateurs et des comptables, mais des adaptations y battent en brèche une règle de séparation stricte. Évidemment, c'était antérieur au décret GBCP. Il était utile de rappeler que ces règles évolutives prenaient effectivement place dans un cadre renouvelé, responsabilisation des gestionnaires, appréciation selon les marges de performance et les résultats atteints par rapport aux crédits qui ont été consacrés, c'est ça, c'est une notion d'input et d'output, c'est-à-dire que mettons comme moyen et qu'obtient-on comme résultat, avec des marges comparatives d'un ministère à l'autre. Par exemple, la gestion du patrimoine immobilier, le coût d'entretien du mètre carré. Je sais que ce n'est pas pareil quand vous avez des châteaux, des établissements publics du ministère de la Culture ou au contraire des bâtiments scolaires qui étaient longtemps préfabriqués, mais ça donne l'idée qu'il y a effectivement un certain nombre de critères qui sont communs. Donc la LOLF a renforcé cette autonomie, mais dans quelle mesure le décret GCP a-t-il modifié l'autonomie responsable ordonnateur en tant que gestionnaire? Donc là, j'introduis bien l'idée que l'ordonnateur est également un gestionnaire et que cette autonomie se marque en tant que gestionnaire, pour prendre en compte l'existence d'une nouvelle gestion publique dans un contexte budgétaire contraint. Je vous rappelais que la France est un pays des plus endettés de l'Union européenne, vous pouvez rappeler les chiffres en introduction, hein. Ce n'est pas une introduction entièrement rédigée, et la nouvelle gestion publique, c'est une gestion en fonction des résultats et des moyens. Ces évolutions tiennent-elles au décret GBCT ou ce décret ne reflète-t-il pas des évolutions plus profondes? C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce imputable au décret GBCP? Évidemment, le décret GBCP a introduit un certain nombre d'innovations, tend à traduire en règles comptables des règles plus anciennes, mais il s'inscrit dans un cadre plus large. Le plan, donc annoncé. Alors, grand 1, les missions propres aux ordonnateurs expliquent le régime de responsabilité spécifique, lequel évolue depuis 2012. Vous auriez pu, sur ce type de sujet, définir les ordonnateurs et leurs missions dès l'introduction. Pour moi, c'est un invariant, et même s'il y a un changement, je juge que l'importance que ça prend dans la copie, et puis par le fait est que vous avez un sujet comptable sur une matière qui est quand même finance et gestion publique, qui met quand même plutôt l'accent sur les finances publiques,
à mon sens, justifiait que cette notion d'ordonnateur soit dans le corps de la copie et non pas en introduction. Le risque dans ce type de sujet, c'est que vous fassiez des introductions tellement longues, tellement détaillées, qu'à la fin, il n'y aura plus grand-chose comme élément dans la copie. Si c'est le cas, vous remettez. Le sujet aurait pu justifier de définir différentes catégories d'ordonnateurs en introduction. Je trouve que si ça prête mal, 5 à 10 lignes sur une définition des termes, vous pouvez rappeler ce qu'est l'ordonnateur et le comptable dans la chaîne engagement, liquidation, ordonnance en paiement, ça vous pouvez le faire, mais ça ne vous exonérera pas d'une présentation plus large dans le corps de la copie. Donc une diversité d'ordonnateurs intervenant en différents stades de la procédure comptable, ce n'est pas la LOLF ni les GPCP qui ont modifié la diversité des ordonnateurs principaux, secondaires, délégués, suppléants, puis définition que je donnais qui pourrait utilement rappeler en quelques lignes, ni leur intervention dans la chaîne comptable, engagement, liquidation, ordonnance en paiement, chaîne et LOP. Donc là, on reprend des éléments qui sont des invariants et qui permettent de cadrer le sujet. C'est assez classique dans une copie. Vous avez vu là, j'ai pris le copie de parties, 2 sous-parties par partie, donc 4 sous-parties, de reprendre cette répartition traditionnelle. Une fois qu'on a présenté ce régime, ça fait quand même 1 à 2 pages, je précise quand même, pour donner à peu près la question du volume, même si là on est sur un plan détaillé, une responsabilité multiforme ou multiple, multidimensionnelle, vous aurez pu mettre multidimensionnelle, en découle. Ce sont des politiques, j'en ai parlé, la responsabilité pénale, civile et financière, en insistant sur la disparition de la CDBF au plan financier et le décret du GBCP qui soumet la responsabilité civile. Je rappelle, celle qui consiste à indemniser du montant, indemniser le préjudice. Bref, la LOLF entraîne une plus grande autonomie de gestion, sa fonctionnalité asymétrique des crédits, sa nomenclature fonctionnelle, l'idée de performance de l'action publique, mais dans le cadre d'un contrôle renforcé que mesure le dispositif de performance. Une conciliation va devoir être opérée entre la liberté, cette liberté accrue permise par la LOLF, et une réciprocité à un contrôle. L'autonomie n'exclut pas, la confiance n'exclut pas la vérification, j'ai envie de dire que l'autonomie n'exclut pas le contrôle. Alors, cette transition doit être brève. Vous noterez que je n'ai pas voulu, c'est volontaire, faire une copie ou de faire des développements sur la fonctionnalité asymétrique, la nomenclature fonctionnelle et la performance, parce que pour moi, tel que ça existe, ce n'est pas le sujet tel qu'il est proposé. Vous deviez même les évoquer, puisque c'est un des éléments qui montre cette liberté, cette autonomie. L'évoquer exclusivement et de manière trop longue me semblait sortir du cadre du sujet. Donc grand 1, une partie cadre, grand 2, une liberté de gestion accrue conjuguée à des contrôles renforcés. Alors, cette liberté de gestion, je la fonde sur un point qui est le décloisonnement des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Là, vous rappelez que la séparation des ordonnateurs et des comptables, 1822, réaffirmée par le décret GPCP, l'article 9, elle n'exclut pas que des contrôles soient diligentés à l'initiative des ordonnateurs principaux sur le comptable, mais d'ailleurs que les comptables effectuent des signalements. Alors, ce contrôle, il peut être fait par exemple pour les trésoriers payeurs généraux. Donc l'ordonnateur demandera un contrôle sur les comptables. Toutefois, même s'il y a cette règle, ce sera une première sous-partie de votre partie, eh bien, il y a des soussements en pratique. J'ai cité les services facturiers, je ne reviens pas sur Chorus, comment les règles comptables permettent de faire évoluer la mise en œuvre de ces différentes pratiques et de cette séparation ordonnateur-comptable. Grand B du grand 2 des contrôles portant avantage sur la bonne gestion des PX, sur la régularité des opérations, ça c'est le point. Souvent c'est à la fin que vous aurez l'élément le plus élaboré, le plus complexe. Et bien là c'est l'idée que le contrôle de régularité, qui était le contrôle historique, celui qui faisait accord des comptes ou la CDBF, cède le pas face à un contrôle de bonne gestion, c'est-à-dire la pertinence de l'utilisation. C'est là qu'éventuellement vous pouviez introduire des éléments comme la performance, la fongibilité asymétrique. Ces contrôles ne sont pas spécifiques à la LOLF, mais ils ont été renforcés puis entrés en vigueur de la LOLF, c'est la contrepartie de la responsabilisation. L'exemple qui, à mon avis, méritait d'être cité parce que vous étiez sur un sujet comptable et qu'il était directement libellé, c'est le visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, qui maintenant est limité aux prévisions de mouvements en exécution. Ce n'est donc plus un visa autorisant, qui certes va vérifier le volume des crédits et leur disponibilité, mais qui s'exerce essentiellement dans le cadre d'un contrôle a posteriori, y compris dans l'exécution. Là, on retrouve directement l'idée d'assouplir la chaîne de contrôle et plutôt d'aller vers une bonne utilisation des données publiques, c'est-à-dire quels résultats ont été atteints au regard des moyens alloués à telle ou telle politique.
En conclusion, vous répondez à la problématique posée, bien sûr une liberté accrue, bien sûr une responsabilité qui est également politique, qui n'est plus seulement pénale ou financière, et ce mouvement n'est pas propre à la LOLF ni au décret GBCP, il s'introduit dans un cadre contraint des finances publiques. Alors, par contre, le risque, c'est qu'il ne faut pas que vous répétiez ce qui est en introduction. Donc peut-être que si vous voulez introduire l'élément communautaire, le cadre contraint, vous pouvez le mettre en conclusion. Toute copie, toute bonne copie nécessite une ouverture sur un sujet annexe. Là, je vous propose les responsabilités d'un niveau infra, les budgets opérationnels de programme unité opérationnelle. Je sais que par la délégation des ordonnateurs, on peut arriver au niveau du BOP et de l'UO. Je suis tout à fait d'accord de ça. C'est par exemple le cas d'un préfet. Un département, c'est un BOP pour le ministère de l'Intérieur, donc c'est bien d'ordinateur secondaire. Ce qu'on pourrait rappeler, là, ce qu'on mettra en avant, c'est le dialogue de gestion, cette responsabilité qui va se traduire notamment par avoir un certain nombre d'objectifs et d'indicateurs de performance à renseigner, d'objectifs à atteindre, mais aussi de gérer des crédits de manière asymétrique. Je vous l'ai mis en ouverture, c'était un sujet qui pouvait éventuellement se traiter dans le cadre de la copie. En tout cas, on attend qu'il figure à un moment ou à un autre dans la copie elle-même. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce sujet qui était en fait relativement restreint dans son champ, avec des questions qui apparaissaient assez directement, je pense notamment au régime de responsabilité, des risques qui étaient de dériver sur la mise en œuvre de la LOLF alors que l'entité lui-même était le décret GBCP, un attendu qui était l'ordonnance du 23 décembre 2022 et sa mise en œuvre, mais un sujet qui, à mon sens, tel qu'il était libellé, tel qu'il était proposé, à condition de réunir évidemment les différents éléments, pouvait facilement être traité. Principale interrogation, jusqu'en de quelle mesure va-t-on sur le degré de détail s'agissant du rôle, de l'autonomie, de l'indépendance. Vous avez vu que je n'ai pas fait des développements trop longs sur les modalités de contrôle. Le but n'est pas le contrôle du Parlement. Le principal risque sur ce type de sujet est effectivement de dériver sur des sujets connexes, avec des très longs développements. Donc, toujours revenir à ce qui est le cœur, c'est-à-dire les règles comptables, la séparation de l'ordinateur et du comptable, la procédure. C'est aussi pour ça que je vous propose dans le cadre du sujet. C'est aussi pour la même raison que je vous donne une classification des opérateurs qui ne sera pas en introduction. Et aussi aux difficultés, mais vous voyez en conclusion, comment essayer d'ouvrir sur des sujets connexes. Pas grand-chose à dire, peut-être éventuellement de dire que ce sont des règles qui au début s'appliquaient à l'État et qu'aujourd'hui les règles de la LOLF et les règles comptables, même si elles s'exercent partout, visent aussi à avoir les autres pans des finances publiques, les finances sociales ayant un budget supérieur à celui des finances de l'État et éventuellement les finances locales. C'était un des types d'approches qui pouvait tout à fait être retenu également. Et dans ce cas-là, vous auriez réintroduit dans le cadre de la copie la question des BOP des UO sous l'angle ordinateur secondaire, dialogue de gestion, une autonomie, mais dans le cadre d'une discussion avec l'autorité supérieure. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce sujet, en espérant vous revoir prochainement à la prépa ISP pour le concours de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation. Bonne continuation et bon courage. Au revoir.